Bonjour, je suis le professeur Sadoun à la Pitié-Salpêtrière en médecine interne immunologie clinique et donc nous allons aborder dans le cadre de la filière maladies rares et failles d'Ozer les actualités de la maladie de Behçet et notamment sur le plan thérapeutique. On va tout d'abord commencer par une présentation générale de la maladie de Behçet. Il s'agit en fait d'une maladie qui est classiquement considérée comme une vascularite. Et dans la classification internationale, c'est considéré comme une vascularite qui touche tous les vaisseaux de tout type de calibre. C'est comme ça qu'elle est définie. Ça peut toucher les vaisseaux de petit, moyen ou gros calibre. Et l'autre particularité, c'est que c'est une vascularite qui touche à la fois les artères, mais également les veines. C'est une pathologie qui touche les sujets jeunes, avec parfois des débuts même pédiatriques et une médiane d'âge moyen chez les enfants qui est estimée à 11 ans. Chez les adultes, on est plutôt à 25-30 ans d'âge de diagnostic. Et au-delà de 50 ans, quand les premiers symptômes apparaissent, il faut remettre en cause ce diagnostic parce que c'est beaucoup plus exceptionnel après 50 ans que les premiers symptômes apparaissent. Et on va le voir, en fait, c'est une pathologie qui a deux aspects assez clairs en termes de qualité de vie et de pronostic. Il y a une forme la plus fréquente qui sont les atteintes cutanéo-articulaires, qui sont des atteintes extrêmement invalidantes, très récidivantes, mais qui ne mettent pas en jeu le pronostic fonctionnel ou vital. Et à l'inverse, on a des formes beaucoup plus sévères, oculaires, vasculaires ou neurologiques, qui, là, pour le coup, mettent en jeu le pronostic vital et fonctionnel. On va voir un petit peu les points clés de cette pathologie. Tout d'abord, il faut savoir que c'est une maladie qui a une évolution très inflammatoire, par poussée, qui peuvent parfois, même si c'est assez rare, spontanément rétrocéder, mais qui vont récidiver au cours du temps. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Il y a bien sûr des atteintes qui touchent différents organes, donc il y a souvent des discussions multidisciplinaires et des prises en charge avec différents spécialistes. Peuvent être des dermatologues, des rhumatologues, des pédiatres, des internistes, des ophtalmologistes, parfois des neurologues ou des chirurgiens. Et bien entendu, la prise en charge est individualisée par rapport au pronostic et aux facteurs pronostiques de chaque patient. On sait que les sujets jeunes de sexe masculin ont un pronostic plus défavorable par rapport aux observances, à l'observance des patients, par rapport également aux préférences des patients sur les différentes thérapeutiques. Et on va voir qu'il y a quand même différentes possibilités thérapeutiques qu'il faut discuter au cas par cas. Alors, c'est une pathologie qui effectivement n'a pas de cause unique identifiée, c'est une maladie polygénique, il n'y a pas un seul gène, il y a une association de polymorphisme génétique. Donc les formes génétiques existent, c'est-à-dire qu'il y a des formes familiales, mais qui restent des formes polygéniques. Les formes familiales, c'est 5% de l'ensemble des maladies de Behçet. Il y a quand même des évolutions sur la génétique avec une forme monogénique de Behçet qui s'appelle le syndrome H20, qui n'est pas tout à fait la même maladie que la maladie de Behçet classique chez l'adulte, mais qui a une mutation de transmission autosomique dominante sur la protéine H20 qui régule l'inflammasome et la voie NF-κB et qui a un rôle important physiopathologique dans cette pathologie. Donc, un terrain génétique favorable, un rôle environnemental parce qu'il y a effectivement des stimuli bactériens et viraux qui peuvent entrer en ligne de compte, et un déclenchement de la maladie par la suite sur différents facteurs déclenchants qui ne sont pas tous bien connus. Et donc, quelle population est touchée? On a dit que c'est des sujets assez jeunes, avant 50 ans. Les formes les plus sévères sont plutôt chez les hommes jeunes, mais il y a autant de femmes que d'hommes qui sont touchés. Et il y a parfois quelques cas pédiatriques. Alors, en termes de prévalence de maladie, c'est une maladie qui a une beaucoup plus grande prévalence dans certaines régions du monde. Historiquement, on parlait de l'ancienne route de la soie, mais pour schématiser, on va dire qu'au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique du Nord, on va avoir des prévalences qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on peut avoir dans les pays du Nord, notamment en Amérique du Nord. En Europe, on est à peu près à 7 cas pour 100 000 habitants de prévalence. Et vous voyez que si on parle de la Turquie, on peut arriver jusqu'à 80, 100 cas
voire 150 à 200 cas pour 100 000 habitants dans certaines régions. Bon, après, il faut voir aussi la qualité épidémiologique de ces études, mais ça donne une idée de la prévalence en fonction des territoires. Alors, la clinique, c'est assez simple, je dirais. C'est quand même les aftes buccaux qui sont le maître symptôme, qui n'ont pas de spécificité sémiologique, mais c'est leur caractère très récidivant et très invalidant qui va attirer l'attention. Ce qui va, je dirais, évoquer la maladie de Behçet, c'est quand il y a en plus des aftes génitaux, ça c'est vraiment pas banal. Et puis après, il y a tout un tas de manifestations cutanées, dont la première d'entre elles, ce sont les pseudofolliculites, plus rarement l'érythème noueux. Ça sont des manifestations qu'on voit aussi assez fréquemment. Ensuite, on peut voir des atteintes articulaires inflammatoires qui touchent les grosses articulations de manière asymétrique et parfois qui donnent des synovites. Et puis, dans les formes les plus sévères, on va avoir des atteintes oculaires, elles sont principalement des uvéites et des uvéites dites postérieures ou des pan-uvéites qui vont toucher les trois segments de l'œil, mais majoritairement le segment postérieur, des atteintes neurologiques inflammatoires qui touchent majoritairement le rhombe encéphale et des atteintes vasculaires, on l'a vu au départ, qui peuvent être artérielles, veineuses et qui peuvent toucher l'ensemble des troncs vasculaires de l'organisme. Et dans ce cas de figure, en général, on peut avoir de la fièvre et du syndrome inflammatoire biologique, la fièvre étant un symptôme rencontré dans 40 à 50% des cas dans ces formes vasculaires plus précisément. Donc vous avez sur cette diapositive un résumé, je dirais, de toutes les atteintes muqueuses et cutanées potentielles par ordre décroissant. On les a vues précédemment, mais là c'est pour illustrer un petit peu ces lésions. Là, c'est un peu pour illustrer la présentation articulaire qu'on a vue également précédemment. Donc, on a dit oligo-articulaire, arthritique dans 60% des cas, asymétrique, non érosive, parfois des ténosynovites, mais c'est quand même assez rare, et un impact sur la qualité de vie qui est important. Sur le plan oculaire, c'est également pour redire un petit peu ce qu'on a dit. C'est une atteinte, les mots-clés, je dirais, de l'atteinte oculaire, c'est une atteinte sévère, qui touche le segment postérieur de l'œil et qui est sévère parce qu'elle donne des complications de vascularite rétinienne occlusive. L'œil est une vascularisation terminale et la vascularisation rétinienne n'a pas de collatéralité. Et donc, une vascularite occlusive dans ce contexte va donner des séquelles visuelles, parfois atteindre le risque de cécité. Donc, le B7, c'est l'uvéite la plus grave en termes de pronostic dans les pays occidentaux, dans les maladies inflammatoires de l'œil. L'atteinte neurologique, c'est un autre domaine un peu compliqué de la maladie parce que ça touche des sujets jeunes, le délai diagnostique est parfois assez long et la présentation clinico-radiologique n'est pas toujours évidente. Il faut vraiment là une vraie expertise des cliniciens, des radiologues également. Et les tableaux cliniques vont de la méningite simple, qui peut être une méningite aseptique ou une méningite lymphocytaire, méningite, je dirais, avec une formule panachée, une méningite lymphocytaire isolée. Ça peut être une méningoencéphalite. Et le tableau le plus fréquent, c'est une méningo-rhombencéphalite, puisque les lésions sont très localisées dans le tronc cérébral. Et puis, il y a un petit 15% des formes de neuro-B7 qui sont essentiellement des thrombophlébite cérébrales, qui surviennent souvent dans un contexte fébrile et inflammatoire. Et enfin, la composante vasculaire, on parle de phénotype de vasculo-B7 parce que les patients qui font une atteinte vasculaire, veineuse par exemple, ont plus tendance à faire une atteinte artérielle associée. Et donc dans ce cadre-là, il y a ce qu'on appelle un phénotype vasculaire. L'atteinte veineuse, c'est 30% des cas, l'atteinte artérielle, c'est 10% des cas. Je dirais que ça peut toucher l'ensemble des vaisseaux. Les atteintes artérielles, c'est plutôt des anévrismes, mais il y a parfois également des sténoses artérielles, voire des occlusions artérielles. Alors pour finir, on va aborder un peu l'aspect thérapeutique. Et il y a eu des actualisations au niveau international récentes et qui rejoignent, je dirais, les grandes lignes du PNDS qui a été réalisé il y a quelques années. Pour commencer, quel est l'objectif général du traitement? Il est tout d'abord d'avoir une qualité de vie pour le patient qui soit la meilleure possible. Et puis en termes d'objectifs, c'est de traiter l'inflammation
et les symptômes le plus rapidement possible, et dans un deuxième temps, de prévenir les séquelles et les récidives. Et donc, on a tout un arsenal, on va le voir. Je dirais que dans un premier temps, dans les formes les plus fréquentes qui sont cutanéo-articulaires, c'est la colchicine, le premier traitement de référence qu'on utilise à des posologies entre 1 et 2 mg par jour. C'est un traitement de fond, donc c'est un traitement qu'il faut maintenir dans la durée, sur plusieurs mois avant de juger de son efficacité. Et c'est un traitement qui doit être clairement expliqué aux patients pour connaître les objectifs à atteindre, c'est-à-dire les aftes, on n'est pas capable en 2025 de ne faire en sorte qu'il n'y ait aucune poussée d'aftes, mais de faire en sorte en tout cas que l'intensité des crises et leur fréquence est nettement diminuée sous colchicine. Donc ça, c'est un point critique. Sur le plan articulaire également, c'est un traitement qu'on propose en première intention, mais on a souvent dans les formes articulaires besoin d'avoir recours à d'autres molécules, et c'est pour ça qu'on a notamment les AINS, qui sont un traitement qu'on va proposer assez rapidement dans les formes articulaires qui sont réfractaires à la colchicine. Et je dirais que c'est important parce que les corticoïdes, et là on voit les corticoïdes et leur place, n'ont pas de place, les corticoïdes systémiques n'ont pas de place en 2025 dans les formes cutanéo-articulaires. Pourquoi? Parce que ce sont des formes très récidivantes, qui sont souvent très corticosensibles, mais à un niveau de corticodépendance très élevé. Et donc, on préfère d'autres stratégies thérapeutiques dans ces formes cutanéo-articulaires. On a des agents biologiques dans les formes réfractaires qui vont répondre à ces problématiques. Mais surtout, on évite les corticoïdes systémiques, même en cure courte, dans ces formes-là, pour éviter les problèmes de corticodépendance. Donc les corticoïdes locaux, oui, dans les bains de bouche, en topiques locaux sur des lésions d'aphte très sévères ou sur des lésions cutanées parfois. On peut utiliser les corticoïdes locaux également dans certaines formes inflammatoires oculaires, mais c'est à discuter au cas par cas. Les corticoïdes systémiques, c'est vraiment dans les formes sévères, oculaires, vasculaires et neurologiques, le plus souvent et même quasiment tout le temps maintenant associés à une immunomodulation. Et donc, en 2025, l'immunomodulation, clairement, elle repose quasi essentiellement et majoritairement sur les anti-TNF dans les formes graves. Je dirais que l'actualisation des recommandations, c'est vraiment les anti-TNF et majoritairement l'infliximab ou l'adalimumab dans ces formes les plus sévères, oculaires, vasculaires et neurologiques, mais également dans les formes cutanées ou articulaires un peu réfractaires. Et si on devait élargir un peu l'éventail, on dirait que dans les formes cutanées, muqueuses, réfractaires à la colchicine, alors il y a l'apremilast qui a l'AMM dans cette indication. L'apremilast a quand même des problèmes de tolérance digestive et parfois pas toujours efficace. Et dans ce cas-là, on peut proposer hors AMM l'ustekinumab avec un niveau de preuve qui est ce qu'il est, mais qui est quand même maintenant sur plusieurs centaines de patients traités et extrêmement efficace dans les formes muqueuses et avec un bon profil de tolérance. Et puis en dernier recours, on a les anti-TNF. Et je dirais que sur les formes plutôt articulaires, les anti-TNF auront un intérêt plus précocement dans les formes réfractaires. Et dans les formes surtout muqueuses ou cutanées, l'ustekinumab est une bonne alternative. Bien sûr, dans les formes articulaires, on peut aussi avoir recours au méthotrexate en plus des AINS dans les formes réfractaires. Mais pour toutes les autres formes, je dirais que les anti-TNF sont la molécule de référence. S'il y a d'autres biothérapies à discuter, on dira que dans les formes oculaires, on peut parfois aussi discuter maintenant de plus en plus le tocilizumab qui a une place plus importante dans les uvéites. Et sinon, je dirais, on est sur des biothérapies de RCP en discussion au cas par cas, mais qu'on ne va pas développer ici. Donc en conclusion, on peut dire que la maladie de Behçet reste une pathologie plurisystémique qui nécessite une approche multidisciplinaire avec des évolutions thérapeutiques qui évoluent, qui permettent un meilleur contrôle et une meilleure qualité de vie des patients, une place plus prépondérante des anti-TNF, plus précoce pour limiter les séquelles et pour arriver à un meilleur contrôle de la maladie, avec des traitements qui sont quand même individualisés parce qu'on a un arsenal thérapeutique plus large et qui doit être discuté avec son médecin et avec le patient, et je dirais avec toujours en tête la sévérité de certaines formes qui sont oculaires, vasculaires ou neurologiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et
J'espère que vous aurez toutes les explications que vous souhaitez sur cette pathologie.